nous avons le plaisir d'accueillir Yildiz Thomas, qui va nous parler, qui est responsable scientifique de ROC-Chat et qui nous présentera au nom de son collectif les éléments de méthode et quelques résultats préliminaires sur un programme tout à fait original portant sur le châtaignier, principalement en Corse. Donc, Yildiz est directeur de recherche au CEF, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier. Le CEF est en soi une institution originale puisqu'elle rassemble 4 tutelles, le CNRS, le PHE, l'École pratique des hautes études, l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement et l'Université de Montpellier, et 3 partenaires, l'Institut Agro Montpellier Supagro, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et l'Université Paul Valéry. Donc, au sein du CEF, Yildiz travaille dans le département Interaction, écologie et société et elle dirige en tant que directeur de recherche une équipe qui travaille sur les interactions bioculturelles. Les travaux que dirige Yildiz portent sur les savoirs locaux et les interactions bioculturelles entre les sociétés agraires et la nature. Donc, elle utilise des approches interdisciplinaires. Je l'ai connue dans l'Himalaya et il y a, je n'ose même pas dire combien de dizaines d'années. Et à l'époque, c'était un travail extrêmement original dont la trame se retrouve encore aujourd'hui, c'est-à-dire une approche totalement interdisciplinaire, ethno-écologique et dans lequel Yildiz et ceux qu'elle forme maîtrisent à la fois les éléments de l'ethno, de l'anthropologie et de l'écologie, et avec une interaction forte et je dirais une co-élaboration avec les parties prenantes sur le terrain, qu'elles soient des individus, qu'elles soient des associations ou qu'elles soient des institutions. Et cette co-construction est un élément extrêmement original parce qu'il permet en fait d'intégrer les savoirs traditionnels et les savoirs empiriques avec les savoirs académiques. Donc, c'est ce qu'elle accomplit encore aujourd'hui sur différents terrains en France, en Italie, au Maroc, au Liban et dans des destinations plus exotiques en Afrique et en Amérique du Sud et en Asie. Donc, elle va nous parler aujourd'hui de ce projet très, très original, ROC-Chat, qui vise à contribuer à la réappropriation d'une châtaigneraie de montagne qui est robuste et productive, mais dont les caractéristiques, comme je dirais presque toutes les châtaigneraies, par sa polyvalence d'usage et par les contraintes écologiques et ethnographiques qu'elle représente, sont très, très mal prises en compte aujourd'hui par les pouvoirs publics et dans les politiques agricoles. Donc, c'est un schéma très, très particulier dont elle va nous présenter les tenants et les aboutissants. Et c'est un schéma, ou en tous les cas, un type d'agriculture qui peut nous inspirer dans les défis des agroécosystèmes face à la crise du changement climatique. Yildiz, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à la Société botanique de France. Merci Elisabeth. Je dirais que tu as à peu près tout dit pour me présenter. Je voudrais surtout dire que ROC-Chat travaille en Corse, en Ardèche, en Lozère, mais aussi en Ariège. Mais pour des raisons de la longueur de cette conférence, j'ai choisi de me centrer sur la Corse et l'Ardèche et un petit peu sur la Lozère. Mais on travaille de façon identique dans ces 4 régions. Je vais avancer de façon à pouvoir vous expliquer un petit peu. Tout d'abord, ROC-Chat, donc ce réseau d'observation et de conservation des variétés de châtaignes in situ sur des fermes, est un projet avant tout de co-construction des connaissances, c'est ce qu'a évoqué Elisabeth. Et donc, le projet est co-porté par le Syndicat national des producteurs de châtaignes, dont le président est Michel Grange, et tous ses membres, tous les syndicats régionaux et d'autres institutions comme les chambres d'agriculture ou différents groupements. Et donc, co-porté avec le CEP,
donc le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier, et donc je suis responsable scientifique de ce projet. Nous avons aussi dans le collectif ROCCHA des associations territoriales, dont l'association Rénova, je crois qu'il y a des collègues de Rénova dans la salle, en Ariège, l'association Épidemain en Lozère et l'association Œil Dormant en Ardèche. Ce projet n'aurait pas lieu si nous n'étions pas aussi en collaboration directe avec des castagnicultrices et castagniculteurs qui sont reconnus par leurs pairs pour leur expertise de la châtaignerie de montagne et pour leurs pratiques existant même avant notre projet de reconstruction et de diffusion des connaissances. Et enfin, le projet intègre bien sûr des chercheurs, notamment du CEF, mais également des chercheurs, notamment Cécile Robin, de l'INRAE Bordeaux. Tout d'abord, je voudrais vous parler d'un préambule en fait pour nous aider à mieux comprendre ce que c'est la châtaignerie à l'échelle européenne aujourd'hui, sachant que pour la plupart d'entre vous, peut-être, vous devez savoir que le châtaignier était avant tout un arbre du nord de l'Europe qui s'est acheminé vers le sud de l'Europe lors des glaciations, c'est-à-dire il y a environ 20 000 ans, et que en Europe, aujourd'hui, les zones de refuge glaciaire du châtaignier se situent essentiellement dans l'ouest méditerranéen, donc en Grèce, en Turquie, et puis en Italie dans le nord, et aussi dans les Pyrénées chez nous, et en Galice, en Espagne et au Portugal. Donc, avant toute chose, je voulais vous montrer ces résultats très intéressants sur une coïncidence spatiale étonnante et intéressante entre la richesse génétique actuelle du châtaignier européen et la linguistique, donc les hotspots de diversité génétique qui ont été calculés par les collègues, notamment italiens, mais aussi par Teresa Barinch de France et les collègues du Portugal, montrent une très nette corrélation, en fait, à l'échelle européenne entre la richesse linguistique et la diversité génétique, ce qui montre que l'essor, en fait, des châtaigneraies en Europe est intimement lié, en fait, à l'humain. On pourra en reparler, mais ce ne sont pas mes travaux, mais je tenais à vous les présenter. J'étais tout récemment, en fait, au colloque international qui a eu lieu en Galice, et nous avons eu la chance, en fait, de rencontrer cet arbre de 22 mètres de circonférence, et il y a à peu près des participants à ce colloque. Et c'est lors de ce congrès que, en discutant avec Santiago Pereira, que j'ai compris en fait son concept de domestication spontanée, c'est-à-dire que la majorité des arbres de cette dimension, en fait, ont été greffés, ils ont fait des études génétiques, et il y en a un peu partout, jusque dans le sud de l'Angleterre, où il y a aussi une zone refuge glaciaire. Donc tous ces arbres géants, en fait, existent et ont été greffés globalement, on dira, à la... Non, que se passe-t-il? Globalement au Moyen Âge, et puis ont été greffés. Donc l'essor des variétés de châtaignes, selon Santiago Pereira et tous les collègues italiens, et donc résulterait de ce qu'il appelle une domestication spontanée, c'est-à-dire le fait que les hommes, à cette période, ont trouvé des arbres qui correspondent à leurs besoins, avec un certain nombre de caractères dont on discutera peut-être à la fin. Elisabeth, je peux te demander de mettre le bandeau sur le côté parce qu'en fait, je ne vois pas ma diapo. Oui. Bon, je vais continuer parce que je ne voudrais pas être retardée.
Sur le plan botanique, Castanea sativa est un arbre de la famille des Fagacées. C'est un arbre monoïque qui porte donc les deux sexes sur le même arbre. C'est un arbre qui se caractérise par une forte composition en tanins et aussi par le fait qu'il pousse sur des terres acides dans les zones de montagne, donc notamment sur des schistes et du granit. L'origine de la domestication donc, du châtaignier est considérée être essentiellement de l'Est méditerranéen, mais nous avons ces fortes présomptions de domestication spontanée dans l'Ouest méditerranéen. Le châtaignier se caractérise aussi par le fait qu'il a une immense capacité à rejeter. Donc même quand il est coupé très fortement, il va réémettre des rejets et reformer un arbre. Et en plus, donc, le châtaignier est un fruit recouvert d'une épiderme qui s'appelle la bogue et qui a cette caractéristique d'être déhiscente et qui est probablement un des syndromes de la domestication puisque les arbres, les variétés domestiquées ont une très forte déhiscence qui permet aux châtaignes de tomber. Et à l'intérieur de l'épiderme, donc des fruits, il y a une peau fine, donc une peau épaisse qui entoure en fait une amande, qui est en réalité l'épiderme, et une peau très fine qui s'appelle le tans. Et tout ça participe aux caractères qui ont été sélectionnés par les humains. Donc, normalement, il y a un seul embryon dans le châtaignier. Donc, la floraison du châtaignier est extrêmement complexe puisque sur en fait, un rameau floral que vous voyez ici, il y a des rameaux florifères strictement mâles qu'on appelle des chatons et à l'aisselle des feuilles. Et le rameau terminal est un rameau hermaphrodite avec des fleurs femelles que vous voyez ici et aussi une petite part de fleurs mâles au-dessus. Donc là, nous avons un rameau bisexué ainsi qu'ici. Ça va se développer et donner les bogues. Et ici, vous avez les rameaux strictement mâles qui sont les chatons que la plupart des gens connaissent sous cette forme, c'est-à-dire avec un plumeau extrêmement développé. Et du coup, le châtaignier a 4 types de fleurs mâles selon les variétés. Et du coup, les longistaminés qui portent un style très long, et surmonté des anthères qui portent le pollen, des mésostaminés qui ont des styles extrêmement courts mais qui sont recouverts quand même de pollen, et les astaminés qui sont ici, c'est la plupart de ces choses que vous avez l'habitude de voir par terre, qui sont en fait des fleurs mâles mais qui portent zéro pollen, et des choses un peu intermédiaires où il peut y avoir un petit pollen ici et là, plus ou moins long, plus ou moins court, en fait, où le pollen dépasse tout juste de ces glomérules qui sont en fait à la base et qui sont le nectar des fleurs mâles et qui permet à la fleur femelle en fait d'attirer les insectes. Le châtaignier est totalement allogame puisqu'il ne peut pas être fécondé par son propre pollen et nécessite une fécondation croisée. Néanmoins, les fleurs mâles astaminées ont du nectar et accueillent des insectes. Donc, rapidement, l'évolution de la châtaigneraie au Moyen-Âge, depuis le XIIe siècle et jusqu'au à peu près XVIe siècle, est une question étroitement liée au peuplement humain. Et au XVe siècle ou au XVIe siècle, il y a au moins 100 habitants au kilomètre carré, probablement une démographie plus importante que dans les plaines, et où les gens se nourrissaient essentiellement de châtaignes. Et le roi Ladurie, qui est un grand historien et aussi historien des climats, considère qu'il y a aussi une parfaite corrélation entre l'expansion démographique humaine et l'expansion démographique du châtaignier.
Il se caractérise par une multiplicité d'usages, ses valeurs alimentaires, de zones de refuge en période difficile, notamment pour les protestants, pour ceux qui connaissent l'histoire des protestants en Cévennes. Les châtaigneraies ont été une zone de refuge très importante. Des valeurs techniques aussi. Le bois du châtaignier est un bois écologique extrêmement intéressant. Il contient beaucoup de tanins, donc il est quasiment imputrescible et il sert aussi à faire de nombreuses vanneries. Il a été source d'échange, donc une espèce qui a été une forme de monnaie au Moyen Âge et c'est le lieu d'alimentation de nombreux animaux, dont les chèvres, les ovins, les porcs, mais aussi tous les animaux sauvages. Fortement abandonné, comme l'a évoqué Elisabeth, lors de la modernisation agricole. Les montagnes sont largement abandonnées aussi par un exode rural assez poussé de gens des montagnes qui vont dans les plaines, dans les usines, qui cherchent un mode de vie qui semble être plus intéressant dans les villes. Mais du coup, ce qui est très intéressant, c'est que on observe un mouvement de rénovation de la châtaignerie dans les années 60-70, qui est très identitaire, qui est engagé, qui est ancré dans le territoire, même s'il s'agit parfois de populations venues des villes, suite à mai 68, par exemple, en France, mais qui s'inscrit dans les traditions castanécoles locales, alors que dans certaines régions, comme la Corse et l'Ardèche, bah, ce sont des Ardéchois et des Corses qui restent extrêmement implantés en fait dans leur territoire et mettent en place des innovations avec par exemple les labels AOC Châtaigne d'Ardèche et AOC Farine de Châtaigne Corse en 2006 et en 2007 et qui deviennent par la suite des AOP. Donc, le châtaignier est un patrimoine arboré non seulement génétiquement proche des populations humaines et des démographies humaines, mais il est fortement travaillé du point de vue de son architecture par les hommes, son architecture est façonnée et transmise au cours de multiples générations, puisqu'il est taillé, il est greffé, il fait l'objet de tailles de formation et il est nettoyé en permanence. Parce que si on laissait pousser les rejets qui sont à la base, qui proviennent du porte-greffe du châtaignier, en fait, ces rejets emporteraient complètement la variété qui finirait par perdre sa dominance apicale. Et c'est là le fait de l'abandon, puisque toutes les forêts de châtaigniers abandonnées perdent les variétés. Le greffage est aussi un savoir-faire extrêmement raffiné, puisqu'il y a de multiples formes de greffage. En haut, le greffage, on dira par l'anneau, qui consiste à rentrer un anneau entier d'un greffon, en fait, exactement au moment de la montée de la sève, et entièrement sur un dit sauvage. En dessous, c'est la greffe en couronne, très très connue depuis la période romaine, et dessous encore le greffage en fente. Et on suppose que c'est la greffe en couronne qui est la plus ancienne greffe en région méditerranéenne, qui a probablement précédé les techniques de greffage apportées par les Romains. Donc, les châtaigniers font face à de nombreux enjeux. Ce sont tout d'abord des vergers polyvariétaux. Qui dit polyvariétal dit difficulté d'intensification, puisqu'on a 10 à 5 à plus variétés sur le même espace, avec des périodes en fait de maturité qui diffèrent, allant des plus précoces aux plus tardifs, donc fin septembre à fin novembre parfois, ce qui rend difficile une intensification. Donc au moment de la modernisation agricole, on considère que ce sont des systèmes agricoles beaucoup trop complexes. Et pourtant, les vergers polyvariétaux du sud-est de la France, parce que le sud-ouest a opté pour une intensification avec des hybrides, ces vergers polyvariétaux représentent aujourd'hui la plus grosse contribution en matière de ressources génétiques des châtaigniers français.
mais également à la production nationale en châtaigne. Et aussi, ce sont des zones de biodiversité extrêmement importantes. Ce sont des territoires habités avec des modes de vie qui correspondent à ce système agricole, avec une culture fortement liée à l'économie de la châtaigne et des grands enjeux aujourd'hui avec des problèmes phytosanitaires essentiellement développés sur le plan de la recherche par l'INRAE Bordeaux, une forte perte des savoirs locaux relatifs à l'identification et la distribution des variétés que nous travaillons au CEF, le changement climatique susceptible de fortement affecter la production et la survie des arbres, et de fortes difficultés d'organisation d'une filière économique peu soutenue par les politiques publiques. Le changement climatique pourrait effectivement à l'avenir nous demander de mieux connaître ces ressources génétiques et mieux identifier nos variétés afin de repenser en fait la châtaignerie de montagne avec des nouvelles variétés venues de d'autres zones pour correspondre en fait à des nouvelles conditions climatiques. Donc ça, je l'ai déjà présenté. Donc, le projet ROCCHA vise à la réappropriation de ces agroécosystèmes à châtaigniers en travaillant sur une approche de synergie entre les savoirs locaux et les savoirs scientifiques et en créant un site de réseau de référence à la fois pour l'observation par les castagniculteurs et par les scientifiques du cycle phénologique des variétés de châtaigniers en vue de modélisation phénoclimatique. Ce réseau de sites aujourd'hui souhaite devenir un réseau de conservation in situ de variétés de châtaigniers, mais aussi d'arbres issus de semis, mais à caractère remarquable, j'y reviendrai plus tard, mais aussi de développer sur les pistes que nous avons aujourd'hui, des dynamiques d'échange pair à pair avec des ethnoécologues, d'identification et de compréhension des variétés. Il s'agit de retrouver la majorité des variétés qui sont perdues au milieu des massifs ou qui sont dans aussi dans des fermes où on ne sait pas où se trouvent toutes les variétés. Donc aujourd'hui, nos sites de référence sont avant tout en Haute-Ardèche chez Michel Grange, en Basse-Ardèche chez Céline et Franck Charbonnier, chez Cédric Vidal dans la zone de la Souche et Jacques, et puis en Lozère chez Claudette et Daniel Mathieu au Régent, chez Alain Mercier au Plantier, à la Jasse chez Richard Watt et Jean-Marc Bouchard, à Cabanel chez les Chantal Guillaume et Arnaud Delair, et aussi en Ariège, dans une zone un petit peu différente, à la Piche et la Coume chez nos amis de Rénova. En Corse, nous sommes essentiellement dans deux zones, le Niébou et dans la Castaniche. Dans le Niébou, nous sommes chez à Routali et à Murato chez Charles Fessler et chez Nathalie Viola, et Querticelli, c'est chez Pellucci, Tomasi, et en Vallée d'Orezza, essentiellement chez Hector Giudicelli. Ce sont des fermes et nous avons besoin de cette approche sur des fermes pour faire des observations extrêmement poussées. Donc, nous les avons choisis, ces quatre zones, aussi par rapport au niveau des savoirs transgénérationnels. Donc, Ardèche, Lozère, Ardèche, où il y a une très forte continuité de transmission des savoirs. Lozère, une très faible transmission. La Haute-Corse, un savoir ininterrompu, transgénérationnel, malgré l'abandon. Et l'Ariège, qui a quasiment tout perdu, mais qui se distingue par le fait qu'ils ont une dynamique de réappropriation de la châtaignerie extrêmement étonnante et fascinante. Dans toutes ces régions, donc, on a jusqu'à 4 sites de confrontation, en fait, des observations phénologiques entre sites. Donc, on a en tout environ 15 sites.
je vais essayer d'avancer. Donc, on observe en Ardèche et en Corse, notamment 4 variétés parmi celles qui ont été choisies par les acteurs: la Guyane, la bouche rouge, la Combale et la petite tourette en Ardèche, dont 7 situations topoclimatiques pour confronter ces différentes variétés, parce que ça nous permet d'aller plus vite que de faire des observations pendant de nombreuses années, puisque en regardant la même variété dans différentes situations, c'est un petit peu comme si on se retrouvait en situation de changement climatique. Donc, en Corse, on a 5 variétés: Campanaise, Gentil, Tijulan, Atunada et Morianica, sur 5 sites avec 6 situations topoclimatiques. Donc, en tout, à l'échelle des 4 sites, on a 19 situations. Et une thèse qui est en cours de Nicolas Ponsa, qui est encadrée donc par moi-même, mais aussi par Isabelle Schwinn du CEF, qui est la spécialiste des modélisations phénoclimatiques, et Victoria Reyes Garcia de l'Université de Barcelone, qui est une spécialiste aussi des savoirs locaux sur le changement climatique. Les stades que nous observons sont le stade bourgeon éclaté, donc première feuille étalée à l'horizontale, chaton mâle unisexué, maturité des fruits, c'est-à-dire tombée au sol, et changement de coloration des feuilles. C'est une simplification des approches d'observation phénologique qu'on a mis au point dans ROCSHA, aussi avec l'aide de l'Observatoire des saisons, qui est entre autres coordonné par Isabelle Schwinn. Donc, c'est les 5 stades, j'allais dire, nécessaires et obligatoires pour la modélisation climatique, mais qui facilitent aussi les observations citoyennes. Donc, une version simplifiée donc, du fameux BBCH, enfin, c'est un code qui a été notamment mis au point par pas mal de chercheurs et qui est utilisé notamment par l'ARU à l'INRAE de Bordeaux, mais d'un point de vue modélisation, c'est impossible de suivre tous les stades du BBCH. Donc, des approches co-construites avec les agriculteurs pour un monitoring fondé sur un guide pratique que ROCSHA a développé, qui sera en ligne fin 2023, donc accessible à tous les castagniculteurs, avec des observations des dates, en fait, pour ces 5 stades à 10% et 50%, ce qui permet des comparaisons croisées entre tous nos observateurs dans tous nos sites, la même approche d'observation. Tous nos sites sont associés à des stations météorologiques qui ne coûtent pas cher du tout et qu'on a mis au CEF, qui sont des superpositions de soucoupes, en fait, ces soucoupes marron, en fait, de pots de fleurs, qu'on transforme en stations météo et en les peignant en blanc, et à l'intérieur duquel se situe un bouton qui peut récupérer 24 mesures par journée, donc une mesure à l'heure, et l'humidité atmosphérique pendant 365 jours par an, et qu'on peut relever tous les 6 mois. Donc, tous nos sites contiennent des données extrêmement fiables, puisque ça, c'est calibré, toutes ces stations sont calibrées par rapport aux stations météo de Météo France les plus proches. Alors, notre guide pratique contient beaucoup d'éléments pour faciliter l'observation. Ici, par exemple, ce fameux passage à 10%, qui est l'initiation du stade de l'arbre pour un stade donné, n'est pas non plus un pourcentage absolu, mais c'est vraiment le fait qu'on commence à voir ce stade, on passe à 10%, et quand ce stade est en pleine vitesse de croisière, mais n'a pas atteint les 100%, on dit qu'on passe à 50%. Donc, il ne faut pas non plus se prendre la tête avec les pourcentages. Et du coup, les choix, donc ce projet ROCSHA, il fonctionne très très bien, parce que nous travaillons avec des partenaires locaux qui encadrent le système de la production castagnicole à l'échelle locale. Et j'ai choisi la Corse, puisque je suis en Corse en ce moment. Et nous travaillons étroitement avec le groupement régional des producteurs et transformateurs corse des marrons et de châtaignes, et avec Karine Franqui et Patricia Soulard, Catherine Franqui, animatrice de l'AOP Farigna Castagnigne à Corse,
Patricia Soulard, donc de la Chambre d'agriculture de Haute-Corse, qui elles-mêmes sont impliquées dans le suivi, le relevé des températures, l'organisation des ateliers conjointement et l'échantillonnage pour la génétique. Les référents des sites, je les ai déjà présentés précédemment. Hector Giudicelli, Felice et Thomas, donc Hector sur un deuxième site, Nathalie Viola et Charles Fessler. Donc, c'est juste pour vous montrer notre zone en Corse qui est plutôt dans la zone des 505 mètres à 1010 mètres globalement. Parfois, ça monte oui, jusqu'à environ 1010 mètres. Notre approche d'analyse de toutes ces données, énormément de données, se fait dans le cadre de la thèse donc, de Nicolas Ponsa, qui a déjà fait son master l'an dernier et qui utilise un système de modélisation donc, que vous trouverez en ligne et qui est fondé vraiment sur les processus fonctionnels de passage d'un stade à l'autre, c'est-à-dire combien de temps l'arbre va mettre pour passer d'un bourgeon dormant au stade suivant, c'est-à-dire le stade de débourrage, et puis ensuite du débourrage au stade des feuilles étalées, où les feuilles commencent à être vraiment fonctionnelles d'un point de vue, j'allais dire, pour capter la lumière, et combien de temps la plante va mettre de ce stade des feuilles étalées pour avoir les fleurs mâles, etc. C'est un cycle. Donc, les premiers résultats on peut vous présenter aujourd'hui, c'est que toutes les variétés ne fonctionnent pas de la même façon, mais toutes les variétés sont sensibles aux températures élevées hivernales, c'est-à-dire s'il fait trop chaud en hiver, cela affecte l'endodormance, qui n'est pas la levée de la dormance, qui est l'ectodormance, mais le début du réveil du bourgeon. Et ce début de réveil du bourgeon a besoin de froid. Et une variété qui n'a pas assez de froid peut ne pas se réveiller et peut ne pas débourrer. Et c'est probablement beaucoup plus le cas des variétés précoces. Et donc, en basse altitude, des variétés précoces ne pourraient peut-être probablement pas débourrer et donc mourir selon les scénarios du GIEC qu'on peut en fait prédire dans notre modèle, puisque notre modèle permet de changer les températures. Cette donnée corrobore des données de savoirs locaux, puisqu'à l'échelle d'une même zone, à la même altitude, dans les mêmes conditions, si ce n'est de variation d'exposition nord et sud pour la même variété, une variété au sud va débourrer beaucoup plus tard que la même variété située au nord à la même altitude. Ce qui montre que l'exposition de l'arbre sur des pentes situées au nord va diminuer la température et permet à l'arbre de débourrer plus vite qu'en conditions sud. Ça veut bien dire qu'en conditions sud, l'arbre a déjà des problèmes pour démarrer sa croissance et pourrait ne pas avoir assez de temps pour débourrer. Voilà, je vous ai donné les résultats préliminaires de Rocha. Et maintenant, je vais vous parler en fait de la partie plus ethno-écologique des savoirs locaux dans Rocha, qui vise à des échanges entre pairs pour une identité, pour affiner notre compréhension de l'identité des arbres, des variétés, affiner notre compréhension de la distribution des variétés dans l'espace, de façon à pouvoir les retrouver, et puis toutes les autres caractéristiques que les castanéiculteurs ont encore comme connaissance aujourd'hui et qu'il s'agit de récupérer. En fait, c'est quasiment une opération de reconstitution des savoirs locaux. Notre méthodologie est assez simple et pourrait couler de source, mais il s'agit de rassembler des castagniculteurs reconnus en tant qu'experts, notamment par les gens qui encadrent la filière et qui savent très pertinemment qui sont les personnes susceptibles d'apporter leur expertise. Donc, ces ateliers se passent chez eux.
Ils connaissent parfaitement leurs arbres et on invite aussi des gens moins avertis, donc in situ. Et le but est de reconstruire des savoirs à caractère aujourd'hui fragmentaire, puisque les fermes sont dans un cadre et un contexte d'abandon et que les gens ne transmettent plus de ferme en ferme, de père en fils, de mère en fille, comme ça a été le cas avant. Donc, l'hypothèse de ces ateliers, c'est que le contact direct avec les châtaigniers favorise l'émergence des savoirs, des émergences de mémorisation un peu enterrées et qui sont stimulées par les échanges entre pairs. Et que ces ateliers, au contact de l'arbre, de la branche, des feuilles et des fleurs, vont permettre la réémergence de ces éléments de discours de tout un chacun en fait dans l'atelier parce que les gens ont des expériences souvent assez différentes et ce qui permet en fait en enregistrant et en retravaillant sur tous les échanges avec des approches en ethnoécologie sur la salience des éléments du discours et sur la répétition des choses, d'identifier ce qui fait vraiment une connaissance collective et partagée dans le cadre de ces groupes. Donc, on a fait des ateliers et on considère aussi que ce sont des ateliers répétés avec le même groupe de gens qui va faciliter et permettre d'augmenter de façon phénoménale, en fait, la quantité de savoir obtenu dans le temps. Donc, pour chaque groupe, on a fait au moins 4 ateliers et toujours en saison pour regarder différents caractères. Les caractères feuilles, fleurs mâles, végétatif souvent au printemps. Donc en ce moment même, j'ai fait un atelier hier en Vallée d'Orez et on refera un atelier en novembre. Et on a déjà fait ces 2 ateliers l'an dernier. Donc voilà, et du coup, 2 approches dans ces ateliers. Une approche de déambulation, par exemple, à droite, nous sommes dans la propriété de Philippe Ranc à la Mastre en Haute-Ardèche. Et donc, Philippe Ranc à gauche et Michel Grange et ses amis venus, en fait, déambuler. Et c'est très, très intéressant parce que c'est tous les souvenirs qui vont émerger au contact finalement de chaque individu. Et ça ramène souvent aussi sur des éléments historiques complètement inédits. Par exemple, le père de Michel Rand qui nous a expliqué comment les châtaigniers ont été déracinés à un moment donné pour le tanin, comment les gens pendant la guerre venaient à bicyclette de Lyon pour venir chercher des châtaignes parce qu'il n'y avait plus rien à manger à Lyon et qu'ils en profitaient aussi pour cacher des bons saucissons sous les châtaignes. Toute une histoire en fait qui se révèle lors de ces déambulations et qui sont extrêmement intéressantes pour reconstituer en fait l'histoire des châtaigniers abandonnés. Donc cette première méthode, elle révèle aussi souvent des caractères très précis sur l'architecture des arbres, sur les capacités de greffage, sur le fait qu'on puisse utiliser des porte-greffes plus particuliers et qu'on aurait sélectionné au cours du temps sur la forme des couronnes, sur la forme des branches, sur la réaction à l'élagage, la résistance à la sécheresse et aux maladies, l'importance des sols, etc. La deuxième méthode consiste à mettre sur une table les échantillons apportés par tous les participants. Et là, nous sommes chez Hector Giudicelli, c'est l'atelier que nous avons fait hier. Et chaque participant apporte son échantillon, tout un chacun de ces variétés attachées à des étiquettes que nous leur envoyons à l'avance. Il n'y a pas trop d'efforts à faire. Et les étiquettes qu'ils attachent à leurs échantillons de façon à pas mélanger les échantillons parce qu'ils arrivent tous avec des bouquets énormes d'échantillons de variétés et on les pose sur une table et on les regarde et on les analyse ensemble et je peux vous dire qu'on a fait ces exercices notamment chez Philippe Ranc. J'ai pas de recul sur l'atelier d'hier. On arrive facilement à 20, 30 échantillons de variétés différentes de châtaigniers. Et ces ateliers-là nous permettent de retrouver en fait le lieu, puisque chaque personne doit positionner
positionner le lieu d'origine de la variété qu'il a apportée. Et du coup, en un atelier, on arrive à créer une nouvelle carte de la distribution de ces variétés dans l'espace qui sont un peu partout sans qu'on sache exactement où sont ces variétés. Donc, pendant ces ateliers, parmi quelques résultats préliminaires, ce qui est intéressant, c'est de savoir que les propriétaires connaissent leurs arbres. On parle de savoir incorporé, en anglais on dit embedded knowledge, c'est-à-dire les gens savent des choses, mais ils n'ont pas besoin de les dire habituellement, et ils ont du mal à expliquer au départ, et c'est la dynamique des échanges qui facilite l'émergence des savoirs. Donc, en général, il y a des facilitateurs dans ces ateliers, dont les gens qui organisent des ateliers. C'est pour ça qu'il y a tous les noms des gens. Donc, hier, c'était Karine Franqui, Patricia Soulard et moi-même. Et nous avons des grilles, en fait, provenant de l'atelier précédent qui nous permettent de reprendre les indicateurs qui ont déjà été évoqués précédemment et de relancer, en fait, la balle parce que les gens ont du mal, en fait. Et la dernière fois, ils ont parlé de certaines choses et on leur reparle des mêmes choses. Et en fait, ils continuent à broder dessus et à augmenter en fait les données à chaque fois. Alors, une chose très, très intéressante sur ces savoirs dits très localisés, c'est que les gens connaissent les variétés au-delà de chez eux, bien au-delà et beaucoup plus loin. Ils savent très bien, par exemple, nous étions ici à La Masse, en Ardèche, et les gens connaissent les variétés qu'il y a à Saint-Prix, au Cheylard, à Saint-Pierreville, dans toutes ces localités, dans la région de Privas. Donc, ce qui montre aussi, en fait, un savoir partagé à une échelle très vaste sur la châtaignerie. Donc ça, c'est très important. Les gens ont aussi des connaissances inédites sur les notions de résistance aux maladies et le plus souvent des connaissances extrêmement poussées sur le fruit par rapport aux aspects végétatifs. Une chose nouvelle et intéressante pour nous, je n'ai pas dépassé mon temps, Elisabeth. Ça dépend, parce que je peux pas voir combien de temps il te reste. Là, ça va, mais il y a des Moi, j'ai commencé quelques questions. à 13h, mais je vais continuer parce que pour moi, je suis dans les Oui, oui. 35 minutes. Donc, ce qui est très intéressant pour nous aujourd'hui avec nos partenaires ces quatre régions, c'est que on se pose des questions sur les ressources génétiques plus larges, c'est-à-dire pas uniquement les variétés, parce que peut-être que les variétés ne nous donneront pas les variétés de demain. Et du coup, on s'est questionné en Ardèche sur ce qui s'appelle le sauvage, donc le boucha en Ardèche, le bouscas dans les Cévennes, le bastardou en Corse. Et on mène une enquête qui est en cours sur des individus issus de semis, donc dans les fermes, pour voir si au cours du temps, les gens ont conservé des arbres issus de semis. Donc, en Corse, on a recueilli des arbres qui s'appellent Nadoural ou alors Teja Bastardou, c'est-à-dire la tidulane du bâtard. En Lozère, nous avons Cabride, c'est-à-dire des issues de semis, mais qui avaient été conservées pour les animaux, pour les fruits, pour le bois. Et en Ardèche, on retrouve le mot bâtard. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est des individus gardés sur ces fermes et qui sont tout aussi vieux, en fait, que les arbres griffés. Un peu comme si c'était des variétés, mais en fait, ils ne sont pas greffés. Et aujourd'hui, on se lance, en fait, dans cette enquête. Et voilà. Donc, je ne vais pas détailler en bas qui porte sur cette idée que les fermes, en fait, ont des variétés dominantes. Et c'est l'objet aussi d'une enquête aujourd'hui, à la fois génétique et sur les fermes. Pourquoi les fermes ont toujours une variété dominante? On a quelques idées là-dessus. Mais aussi beaucoup d'autres variétés, puisque dans certaines fermes en Lozère, on arrive à jusqu'à 18 variétés sur une même ferme. Donc c'est une enquête en cours. Là, je voulais vous montrer le résultat aussi des variétés, en fait, des ateliers de Roksha, de façon large sur au moins l'Ardèche, la Corse et la Lozère.
montre que les castagniculteurs aujourd'hui différencient les variétés selon un, deux, trois, mais quatre grands types d'indicateurs qui sont des indicateurs visibles, morphologiques, des indicateurs écologiques et biologiques, pas toujours immédiatement visibles, qui est la résistance à la sécheresse, la sensibilité aux maladies, mais aussi l'appétence pour les animaux. Parce que tout castagniculteur sait parfaitement quels sont les animaux et quelle variété va attirer le plus les animaux. Et c'est universel sur au moins ces trois territoires. Et parce que les animaux aiment aussi les meilleurs fruits, et ça a pu être un des indicateurs pour les humains, en fait, pour la sélection des variétés au cours du temps. Des indicateurs très très forts sur la post-production, sur les capacités de conservation, de dépluchage, la plus ou moins grande facilité d'enlever le temps et la sucrosité, enfin beaucoup de caractères extrêmement connus. La facilité, la déhiscence du ramassage, parce que les châtaignes qui tombent dans les bogues, c'est très compliqué, ça fait très mal. Donc, on a beaucoup de... Et on a des caractéristiques évidemment régionales, comme évidemment en Corse, des connaissances extrêmement poussées sur les caractéristiques des châtaignes à farine, qu'on ne retrouvera pas de la même façon en Lozère et en Ardèche. Donc, convergence, Ardèche, Lozère, Corse, très important, c'est issu de nos derniers ateliers. La majorité des variétés de châtaignes greffées d'Ardèche, de Lozère et de Corse sont à staminer. Donc, nous avons une publication en cours sur ce sujet puisque nous avons fait des comptages. Ce qui montrerait que le fait d'avoir des caractères mâles très diminués est un caractère de la domestication, puisque la femelle, en fait, les caractères femelles, en fait, les ressources allouées aux fruits sont plus importantes. Conservation dans les vergers, ce que je disais tout à l'heure, de Bouscasse, de Bouchasse et Basse-Pardou, avec ces caractères proches des variétés, astaminées, les temps peu invaginés, le type marron peu cloisonné, les fruits peu tanniques, mais sucrés. Donc, ce sont des caractères de la domestication du châtaignier qui démontrent des domestications en cours dans l'Ouest méditerranéen. Donc, sur les vieux arbres, comme ça a été fait, et aujourd'hui, chez nous, dans les vergers de Corse, de Lozère et d'Ardèche. Donc, le 10 sauvage a toujours été d'une utilité cruciale comme porte-greffe, comme rejet de souche ou au point de greffe. Il y a beaucoup de rejets, ce qui a servi de fourrage d'été à la fois en Ardèche et en Corse et en Lozère pour fabriquer des vins de vie. Une importance aujourd'hui cruciale de ces arbres dans la sélection de nouvelles ressources génétiques pour la châtaigneraie de demain qui est soumise au changement climatique et ce qui sera probablement l'objet de notre troisième Roksha, parce que le Roksha actuel, c'est le deuxième projet qu'on produit. Et du coup, nous verrons bien. La conclusion, c'est que les approches de co-construction sont efficaces pour un suivi extrêmement efficace de sciences citoyennes et scientifiques pour des approches prédictives, parce qu'il faut obligatoirement quelqu'un qui est sur place pour suivre ces dates de passage. Une augmentation des températures hivernales qui affecte le Castanea sativa à une échelle variétale. Et il y a des tas de petites fautes. D'autres paramètres sont nécessaires aujourd'hui pour fabriquer un modèle plus robuste. C'est un mélange d'anglais et de français parce que c'est aussi les conclusions du colloque que j'ai présenté il y a vraiment très peu de temps en Galice. Donc, la composition des meilleurs portfolios pour les fermes castagnicoles nécessite à la fois la modélisation phénoclimatique, mais une connaissance fine de la distribution des variétés idéales pour fabriquer des scénarios, via des approches participatives dans un possible prochain Roksha. Voilà, je tiens à remercier tous mes partenaires, évidemment, le syndicat national, l'INRAE de Bordeaux, l'association Renova, Épidemain et de Lozère, les chambres d'agriculture de Haute-Ardèche et de l'Ardèche et de la Haute-Corse,
le GRPTCNC de Corse, les entreprises, Verfeuille notamment Lozère, les collègues du CEP, les castaniculteurs et castanicultrices, la Maison des sciences de l'homme sud à Montpellier, puisque nous avons un tiers veilleur qui nous aide sur les approches participatives. Je tiens à remercier l'ADEME et la Fondation de France, ainsi que l'association Sciences Citoyennes, ainsi que mon programme Biodivmex du CNRS. La thèse de Nicolas Ponsa est aussi financée par la Fondation de France. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Yildiz. C'était tout à fait passionnant. Il y a plusieurs questions, si on peut faire déborder un tout petit peu le temps. D'abord, une question de Ruben Lopez du PNR Ardèche, qui est de « Je n'ai pas bien compris le concept de domestication spontanée et à quoi il s'opposerait. » En fait, la domestication de façon générale des plantes en général et notamment des céréales par exemple a pris plusieurs milliers d'années. C'est-à-dire les chasseurs-cueilleurs ont mis 2000 ans avant de détecter une céréale qui avait des épis et des grains qui ne tombent pas au sol quand les grains sont mûrs. Pour ce qui est des arbres, il semblerait que au fur et à mesure que les humains trouvent des arbres qui ont des caractéristiques spécifiques qui correspondent à leurs besoins. Et pour le châtaignier, je vous ai donné les critères importants, c'est-à-dire notamment l'absence de tanin, la sucrosité, etc. Toute la question du châtaignier était de pouvoir multiplier ces individus. Et du coup, cette multiplication ne dépendait finalement que d'une technique qui est le greffage. Donc, les Espagnols, les Italiens ainsi que les Français, en travaillant sur l'ensemble des arbres les plus vieux en fait de la Méditerranée, ont montré que le greffage apparaît au Moyen Âge et que là, les gens immédiatement, dès qu'ils ont, en fait, immédiatement, ils fabriquent des nouvelles variétés. Donc, c'est ce qui me fait dire que on est dans une situation encore aujourd'hui de domestication spontanée, puisqu'on retrouve des arbres issus de semis, donc qui ne sont pas greffés, mais qui sont conservés dans les fermes. Parce que ces arbres issus de semis ont les caractéristiques d'une variété susceptible d'être greffée. Donc, on a plusieurs raisons de penser que les gens continuent à incorporer régulièrement des variétés soit par erreur, soit sciemment dans leur système agroforestier. Je ne sais pas si je vous ai suffisamment bien expliqué. Ruben, Oui, merci de m'avoir répondu. Oui, oui, ça correspond. d'accord. Merci Ruben. Il va falloir qu'on se voit parce que vous m'avez écrit et donc on a des bonnes raisons d'échanger. Oui. Une question de Rémi Petit. Le châtaignier étant un arbre à la fois fruitier et forestier, des travaux trop segmentés et cloisonnés peuvent passer à côté de réalités importantes. Et il te demande ce que tu préconises comme étude croisée de cet arbre fruitier et forestier. Alors, Rémi, on se connaît aussi. Et du coup, on est très, très intéressé en fait, avec Doyle Mackie à Montpellier, que tu connais, de faire une étude poussée sur des zones à châtaigneraies strictement non fruitières. Et d'ailleurs, on pourra en rediscuter tous les deux. On a démarré en fait une étude sur la phénologie, si tu veux, des arbres qui sont pas à caractère strictement fruitier, quoi. Et pour essayer de comprendre ce qui les caractérise sur le plan phénologique. Et nos premiers résultats montrent qu'on a évidemment des phénologies qui vont du précoce au tardif. On a une panoplie, si tu veux, de floraison, des 4 types de floraison. Et je serais extrêmement intéressée d'échanger avec toi et Clément Larue sur ce sujet, quoi. Merci. Il y a une question que tu récupéreras dans le chat de Franck-Emmanuel Lambert. C'est plus une Je ne demande. sais pas si Rémi est satisfait de ma Oui. réponse.
Rémi, il n'est plus là. Si, Rémi. Bon, elle est peut-être partie, elle avait envoyé une question. euh, Oui, merci, oui, oui, si, si, super. Euh, Bonjour Rémi. Bonjour, merci pour la réponse. J'avais juste fermé l'écran du. J'ai regardé sur le grand écran, voilà. Oui, J'avais pas- oui, bien, oui. ok, Bah, donc je suis contente de ta question et je t'ai donné la réponse la plus complète que j'avais, c'est-à-dire que on va réitérer nos travaux, si tu veux, sur du sauvage, quoi. Et du strictement sauvage, sachant qu'au milieu, il y avait évidemment anciennement des variétés, mais qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, il y a une question personnelle que je te retransmettrai si tu l'as pas dans le web d'un des participants qui demande s'il est possible d'avoir une liste des fermes pour un projet de verger. Donc, on va pas euh, Non. étendre là-dessus. C'est pas possible d'avoir une liste des fermes. Bah, je pense que c'est les gens qui encadrent la Ouais. filière qui peuvent Qu'il aider. faudrait contacter. Donc, on donnera quelques contacts sur des gens des filières. Euh, il y a une autre question de Rémi. Sur l'échange entre pairs, OK, pour favoriser l'émergence des savoirs, mais comment combattre les idées reçues dans ce cadre? Bon, ben Rémi, c'est parce que, si tu veux, moi, je suis une ethno-écologue, donc j'ai l'habitude d'écouter les gens. Et du coup, ce que je disais, c'est qu'on réitère nos ateliers avec le même groupe de gens. Et donc, avec le même groupe de gens, si tu veux, d'une fois à l'autre, on analyse les données. Et en tant qu'anthropologue, si tu veux, on arrive à identifier des idées selon si elles viennent plutôt d'un castanéculteur expert qui parle, si tu veux, en Corse, etc., ou de quelqu'un qui a des nouvelles idées et qui essaye d'exprimer quelque chose de différent. En fait, là, tu parles vraiment sur une analyse très fine, en fait, des anthropologues. Et du coup, il y a aussi le fait que nos ateliers sont répétitifs. Et on arrive, en fait, d'atelier en atelier à éliminer, en fait, et garder des idées fortes. Il y avait une réponse dans le chat enfin, un complément de Vincent Battesti qui avait réagi dans le chat euh, en distinguant les savoirs pratiques émiques, dont on veut comprendre la logique, et les Oui, savoirs pratiques ben, éthiques que l'on veut éventuellement créer. oui, exactement. Bon, Vincent et moi, nous avons exactement la même formation. Nous venons initialement de Montpellier pour Vincent. Et il est vrai que le savoir éthique, c'est-à-dire des castanéculteurs d'aujourd'hui, est quelque chose qui demande une attention fine pour détecter des savoirs plus ou moins partagés par tout le monde et plus ou moins anciens, plus ou moins transmis. C'est pour ça que j'avais mis un cadre sur nos sites choisis. C'est-à-dire qu'on cherche à retrouver des sites avec des transmissions transgénérationnelles et on invite des gens dans les ateliers qui représentent la transmission transgénérationnelle. Par exemple, chez Philippe Rank, son père était là, chez Michel Grange aussi, etc., etc. On différencie les gens, mais je dirais au-delà du strictement énique et de strictement éthique, il y a tout un monde de continuité parce qu'en fait les castanéiculteurs ont vécu des périodes d'innovation et de contact fort avec des gens qui encadrent la filière, avec d'autres gens. Et on voit bien que les gens, on le voit, que les gens ont intégré en fait des nouveaux savoirs qui ne leur viennent pas nécessairement des parents. Donc c'est le rôle en fait de l'anthropologue dans l'ensemble et la somme de données qu'on a, d'essayer de trier. On a des heures et des heures d'enregistrement avec des codages, etc. Et du coup, oui, c'est un travail, comme pour les biologistes d'ailleurs, de nettoyage d'une base de données ou en tout cas de
classer nos données dans ce qu'on considère être un savoir récent, hybride, réorganisé récemment d'un savoir ancien. Et est-ce qu'il y a une... Vincent, tu as quelque chose peut-être que tu peux nous dire là-dessus? Vincent, je ne sais pas s'il est Bonjour. connecté. On m'entend là? Oui, très Oui, bien. Bonjour. Non, rien de particulier. Je me permettais de répondre un peu à la question de Rémi, parce que c'est vrai que c'est souvent une difficulté à comprendre cette différence entre émique et éthique. Et je suis d'accord que c'est des catégories très pratiques pour les anthropologues, mais qui ont leurs propres limites, c'est sûr. Mais comme tu viens de le souligner, mais c'est vrai que c'est pas facile à comprendre forcément pour les gens qui ne sont pas anthropologues, cette nuance en fait, et qui est essentielle pour autant. Euh, c'est qu'on ne cherche pas forcément à combattre les idées reçues. Enfin, on essaie d'abord de comprendre les logiques qui sous-tendent les savoirs locaux pour comprendre la relation d'un groupe social à une plante ou à un écosystème, etc. Et une perspective de biologiste ou par exemple, ou de développementaliste, de développeur, qui lui est plus dans une perspective mélioriste, c'est-à-dire d'améliorer, de changer les choses vers le meilleur. Et donc, éventuellement, là, dans ce cas-là, c'est d'adapter une culture fruitière à des changements à venir et en cours. Voilà, c'était juste une petite nuance. Et c'est vrai pour le châtaignier comme pour tout le reste. oui, je suis totalement d'accord avec toi. Je dirais que, par exemple, l'ensemble des savoirs sur les maladies du châtaignier, comment traiter cette chose, puisque les maladies, elles datent, si tu prends l'ensemble des savoirs sur le CINIP, c'est un savoir complètement hybride, parce qu'il a donné lieu à des lâchers de taurinus, etc. Et du coup, moi, personnellement, je m'intéresse beaucoup, beaucoup à ces savoirs frontières, si tu veux, entre différents groupes. Donc, peut-être c'est aussi un avenir pour notre discipline, si tu veux, commune, de savoir gérer ces savoirs un peu frontières. Parce que c'est vrai que pour les gens ici, quand il y a eu le CINIP, ça a été une débâcle totale, quoi. Et du coup, l'émergence de nouveaux savoirs, mais au contact des scientifiques, par exemple, pour une optique de développeur, comme tu dis, mais de développeurs nécessaires dans ce cas de figure et demandé par la filière. Donc voilà, on n'a peut-être pas exactement le même rapport avec tout ça, mais je pense que c'est extrêmement intéressant de s'interroger sur l'hybridation. On a un tout petit peu dépassé le temps, mais j'ai une question, Yildiz, qui est par rapport au type nommé et variété que vous avez pu. Est-ce que vous avez prévu de faire un travail d'analyse génétique pour voir, Oui, 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 bien sûr, voilà. bien sûr. Donc, Oui, ça, c'est prévu parce que oui. on peut se poser la question dans ce processus extrêmement original de domestication spontanée. En fait, on est en train d'échantillonner pour une analyse génétique, mais sur des questions assez précises de variation au sein d'une même variété. Disons que on sait par le fait des ateliers et par ce que les gens disent qu'il n'y a pas une Pellegrine en Cévennes, il n'y a pas une Combale en Ardèche, il n'y a pas une seule Tidjulane ou Gentil en Corse. Et c'est un débat extrêmement important parce que la mise en conservatoire, par exemple, va vouloir tendre à mettre un seul type de combal, par exemple. Encore plus la mise en catalogue, mais on n'est même pas, on cherche pas nous à mettre en catalogue, mais on est dans un paradigme totalement différent puisqu'en fait les castanéiculteurs eux-mêmes reconnaissent le fait que la combale de chez toi et la combale de chez moi
ou la titulane d'ici ou de là-bas, elles ne sont pas exactement pareilles. Donc, du coup, nous, on est vraiment sur ce sujet vraiment de la polyclonalité, Mhm. un type qu'on n'appellerait peut-être pas une variété dans ce cas-là, mais un type titulane, un type combal ou un type pellegrine en Cévennes, et d'essayer d'identifier la gamme des clones en fait qui émanent de ce type au cours du temps, au cours de très longues périodes. Et du coup, ça se rapproche beaucoup quand même d'un cépage, le cépage étant exactement un type de vigne, mais dont les caractéristiques se rassemblent, mais avec beaucoup de clones. Dans un cépage, il y a beaucoup de clones, mais c'est pas exactement la même chose. Donc, nous, on est vraiment, en tout cas sur nos 4 territoires, sur ce questionnement sur la polyclonalité et puis sur le questionnement entre la richesse génétique des variétés et des sauvages. Merci beaucoup. Il y avait une question de Doria Velage qui travaille avec Vincent Battesti. Elle a dû partir parce qu'elle est actuellement sur le terrain. Je propose, Vincent, que tu transmettes la question. C'était sur la sélection des villages, mais comme la réponse est probablement importante pour elle, c'est mieux que vous entriez en contact directement, puisqu'elle fait... Je peux lui transmettre la réponse en tout cas déjà. Ah, tu peux lui transmettre. Ah, Alors, je l'ai dit. d'accord. Certains villages, notamment à Orezza, ont une forte diversité variétale déclarée, tandis que d'autres moins. Donc, elle se posait la question de la sélection. Comment ont été sélectionnés les sites de référence en Corse? Alors, La dernière question. Vincent, tu vois bien que nos sites de référence, en fait, le point d'entrée, c'est aussi l'observation phénologique par les gens qui habitent dans ces sites de référence. Et du coup, notre point de départ, malgré tout, c'était de discuter en fait avec toutes les personnes avec qui on a pu discuter, que ce soit le groupement qui est notre partenaire, mais aussi avec des personnes qu'on connaissait en Corse, pour essayer d'identifier des gens qui ont un sens fort de l'observation du châtaignier. Donc nos sites, disons qu'en Haute-Corse, on a aussi du coup sélectionné 2 zones, évidemment à la Castaniche, parce que vu que l'importance du châtaignier en Castaniche, et puis l'importance d'une zone, enfin une comparaison possible, toujours notre nécessité de comparer entre des zones différentes. On a choisi le Nièvre parce que le Nièvre n'était pas loin de la Castaniche et que ça nous permettait aussi de comparer des zones qui avaient des conditions climatiques assez différentes. Et enfin, qu'est-ce que je pourrais te dire nous avons aussi mené lors d'un master, de 2 masters donc dans Rocha, des enquêtes à l'échelle de multiples fermes, des enquêtes ethno-écologiques. Et du coup, on a, lors de ces enquêtes aussi, essayé de comprendre la diversité des variétés dans les fermes. Mais nos sites de référence, au départ, ils partent de la phéno.